Comme je le disais, nous allons donc accueillir le premier panel. Il s'agit de Monsieur Shola Akindes, qui sera donc le modérateur. Le thème de ce panel, PME et finances, concrétiser le potentiel du Bénin. Renforcement et financement des petites et moyennes entreprises béninoises. Encore une fois, modéré par Shola Akindes. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Merci. Je suis très content de m'associer à cet événement et comme elle vient de le dire, le thème du panel, c'est concrétiser le potentiel du Bénin, renforcement et financement des PME béninoises. Je vais appeler mes panélistes à se rapprocher. Monsieur le représentant de la SFI au Bénin, Monsieur Narcisse Zola, PDG du groupe Bourgeon. Monsieur Kouchouelo du CEPEP Bénin. Monsieur le directeur général de NCA Bank et Monsieur le directeur général de Fagas. Juste pour introduire le panel, je pense que on a, on va dire, écouté les fondamentaux du Bénin dans la première partie. On montre que notre pays est sur un trend de croissance, un trend de développement. Toute politique de développement aujourd'hui, il est accepté par tous les acteurs qu'il passe par structurer le secteur privé et créer des champions locaux, donc travailler sur les PME béninoises. Donc avec nos panélistes qui sont maintenant installés, je vous invite donc à nous accorder votre attention pour quelques minutes. Merci. Merci, Monsieur Shola. Et bonjour, chers participants. Mon nom, c'est Marius Kouchouelo. Je suis le directeur général adjoint du Centre de promotion et d'encadrement des petites et moyennes entreprises, CEPEP, qui est une structure qui accompagne, appuie et encadre les petites et moyennes entreprises depuis plus de 30 ans. Sur le plan statutaire, le CEPEP est une agence spécialisée de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin qui évolue dans le secteur de l'accompagnement et de l'appui aux PME pour des questions liées à l'accès au financement pour leurs projets, des questions liées à l'accès au marché public et la gestion des lignes de garantie pour le compte de l'État et des partenaires au développement. Merci. Merci. Merci au président du Bénin Investment Forum pour nous avoir associés à cet événement. Je suis Anissé Okoma, directeur général de NCA Bank Bénin. NCA Bank Bénin qui fait partie des top banques du marché béninois. Nous évoluons dans tous les secteurs stratégiques de l'économie béninoise avec, je pense, en tout cas du moins je l'espère, un impact qui se voit et qui n'est pas négligeable. Merci. Une fois encore, merci à Bénin Investment Forum pour avoir convié le FAGAS à prendre part à cet événement de cette 5e édition. Moi, je m'appelle Ngueto Tiraina Yambay, je suis le directeur général du Fonds africain de garantie et de coopération économique depuis 2 ans. Le FAGAS est une institution de garantie leader sur le marché africain parce que l'institution a été créée depuis 45 ans et a accumulé beaucoup d'expertise en la matière. Aujourd'hui, le FAGAS se réinvente dans son nouveau plan stratégique pour la période 2021-2025 en tant que un maillon essentiel dans le mécanisme de financement des investissements et des projets en Afrique et en particulier au Bénin. Le siège du FAGAS est ici à Cotonou au Bénin depuis sa création.
Donc, nous accompagnons les promoteurs des projets d'investissement, que ce soit africains ou étrangers, et nous intervenons dans les 14 pays membres du FAGAS. Voilà notre contribution pour pouvoir solutionner le déficit du financement en Afrique. Je vous remercie. Ok, merci. Je suis Narcisse Zola. Donc, je suis CEO d'un groupe, un jeune groupe, je dirais, qui aujourd'hui fait pas exactement du financement et de l'accompagnement, mais c'est un groupe qui essaie d'investir dans différents secteurs. Nous avons été créés en 2007 et depuis, nous avons créé une vingtaine d'entreprises. Quelques-unes sont mortes. Et aujourd'hui, nous avons une douzaine d'entreprises qui opèrent sur le Bénin, le Togo, le Sénégal et le Niger. Nous sommes dans diverses activités, les matériaux de construction, l'informatique, l'immobilier et quelques autres activités. Aujourd'hui, le groupe compte à peu près 320 collaborateurs et nous avons démarré nos activités à Cotonou. Merci. Bonjour à tous, Sindo Aubrey, responsable pays pour la AFC, pour la SFI, Société Financière Internationale, institution du groupe de la Banque mondiale. Responsable pays au Bénin, je disais tantôt, AFC est la première institution mondiale dont le mandat est de promouvoir le développement du secteur privé, en particulier dans les pays émergents. Nous avons des opérations dans une centaine de pays et avons ouvert un bureau pays au Bénin depuis 2019. Bureau pays dont j'ai l'honneur et la chance d'avoir la responsabilité. AFC au service du secteur privé, au service du Bénin. Toutes les informations disponibles sur le site www.ifc.org. Aujourd'hui, j'espère que nous allons avoir des discussions qui vont nous permettre concrètement d'aboutir à une meilleure compréhension de ce que nous, AFC, avec nos partenaires, pouvons faire pour le développement du secteur privé au Bénin. Et je tiens à remercier les organisateurs de ce forum de nous y avoir associés. Forum qui a été particulièrement résilient parce qu'il est à sa 5e édition, en dépit et malgré les différentes crises à la fois sanitaires ou même économiques que nous avons pu traverser. C'est la preuve, s'il en fallait une, que le Bénin a du potentiel et que le Bénin a les ressorts pour pouvoir être, comme le thème du forum l'indique, la nouvelle frontière des marchés émergents. Merci. Sur ce potentiel, peut-être on va embrayer un peu. Monsieur Aubrey, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous positionnez le Bénin, je dirais, en termes de potentiel dans la sous-région et peut-être profiter pour nous parler un peu du cadre des PME et la vision que AFC a pour le secteur privé sur cet aspect. Merci, monsieur Akinde. Et donc, au risque de paraître un peu dithyrambique, le Bénin a énormément de potentiel dans la sous-région, en Afrique et je dirais même dans le monde. Je vais essayer de m'expliquer. AFC décide de changer sa stratégie pour être plus efficace, pour avoir plus d'impact. Dans le cadre de notre mission qui est de réduire la pauvreté extrême et de promouvoir un développement inclusif et durable. En Afrique, il est impossible aujourd'hui, en Afrique en général et en Afrique de l'Ouest, de considérer une stratégie pertinente sans y associer le Bénin. AFC s'en est rendu compte et c'est une des raisons principales qui a motivé la création ou l'ouverture, je dirais, de ce bureau pays en 2019. 10 pays ont pu bénéficier de l'ouverture d'un bureau pays, dont le Bénin. C'est dire l'intérêt stratégique
que représente ce pays, à la fois avec sa position géographique à proximité du géant Nigeria, mais aussi la possibilité de desservir les autres pays de la sous-région. Vous couplez à cet avantage, on dira géographique, une économie extrêmement dynamique, dont on a pu parler en chiffres, avec 6,5% de croissance en 2021 par exemple, 6% prévus initialement en 2022 qui vont être un peu revus à la baisse eu égard aux dernières au conflit ukrainien par exemple qui perturbe les marchés, mais des fondamentaux qui sont en train d'être mis en place en termes d'amélioration du climat des affaires, qui sont pour nous un terreau fertile pour servir de modèle à bon nombre d'initiatives qui pourront être répliquées ailleurs. Voilà en quelques mots notre vision globale du secteur privé au Bénin. Oui, et on va dire, le rôle de l'État souvent c'est de créer un cadre, de mettre à disposition les infrastructures pour que les PME, les entreprises se développent. Sur ce cadre-là, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Est-ce que vous êtes un peu impliqué dans l'amélioration du cadre pour l'entrepreneuriat et pour les petites et moyennes entreprises au Bénin? Quelles sont les pistes d'amélioration sur lesquelles vous vous focalisez peut-être en ce moment? Si vous pouvez nous en dire quelques mots. Avec grand plaisir. Donc, j'ai commencé par dire que notre mandat était la réduction de la pauvreté et la promotion d'un développement durable et inclusif. Pour nous, cela passe par la création d'emplois. Et cette création d'emplois, elle est générée par le secteur privé. Le secteur public a pour mandat, a pour objectif d'accompagner, de créer le cadre propice pour que ce secteur privé puisse émerger. Nous travaillons avec l'État et le gouvernement notamment pour mettre en place ce cadre en termes de réforme, par exemple, pour créer une activité, s'assurer qu'elle se développe de manière durable et inclusive, créer ces garde-fous qui sont nécessaires. Et dans le cadre spécifique, par exemple, de l'amélioration du climat des affaires, le groupe de la Banque mondiale, dont fait partie la SFI, avec nos partenaires de la Banque mondiale en tant qu'entité, nous avons pu travailler aux côtés du gouvernement à l'amélioration de bon nombre d'indicateurs qui sont importants pour attirer des investisseurs ou pour garantir la pérennité d'une activité privée. Nous avons pu travailler sur, je les citerai pêle-mêle, mais le temps d'enregistrement de création et d'enregistrement des titres fonciers. Nous avons pu travailler sur un registre de collatéral. Nous avons pu travailler sur la réduction du temps de création des entreprises. Donc un certain nombre de réformes qui ont de la valeur et qui sont appréciées par le secteur privé. Merci. Je pense que c'était important de planter le décor un peu au niveau macro et je vais peut-être vous laisser passer le micro à M. Zola pour qu'il nous donne le point de vue d'un entrepreneur. C'est vrai que c'est un groupe qui développe beaucoup d'activités, mais je pense que le thème, c'est renforcer les capacités des PME et permettre leur développement. Et M. Zola, vous pouvez peut-être nous donner votre opinion sur le système, le secteur entrepreneurial. Qu'est-ce qui est mis à disposition des PME comme la vôtre et comment est-ce que vous appréciez le travail qui a été peut-être fait ces dernières années ou comment est-ce que vous le vivez vous-même en tant que chef d'entreprise? Ok, merci. En termes d'appréciation de l'environnement entrepreneurial chez nous, on va dire généralement en Afrique de l'Ouest ou spécifiquement au Bénin, de notre point de vue, on pense un peu contrairement à ce que les gens disent en général, on pense que l'essentiel est là. L'essentiel est là dans le sens qu'il y a des dispositifs d'accompagnement, il y a des gens qui veulent vraiment mettre des outils ou des moyens, quelques moyens à disposition. Je dis ça, ça va un peu à controverse en général quand j'en parle.
parce que je suis de ceux qui disent, en tant que jeune entrepreneur, en tant que jeune démarrant, on a l'essentiel. On a l'essentiel. Monsieur Zola, on a l'essentiel. Il y a forcément des challenges. Tout à fait, il y a des challenges. Là-dessus, j'ai l'habitude de parler avec mes collaborateurs d'un sujet. Monsieur Anthony Reyes, qui était la première personne à gagner la médaille d'or, le premier noir, le premier homme noir, il est de Suriname, a gagné la médaille d'or. Je donne cet exemple souvent en disant, ce monsieur, il n'avait peut-être pas les moyens de réussir, mais il se trouvait que au Suriname, en ce moment, il y avait une seule piscine de 50 mètres, une seule piscine olympique, et il se trouvait que son papa était la personne qui était en charge de nettoyer la piscine. Et comme par hasard, après quelques années, il est devenu le premier noir médaillé d'or de 100 mètres. C'est pour dire quoi? En général, on a beaucoup de choses autour de nous. On a vraiment beaucoup de choses autour de nous et on a tendance à aller chercher là où c'est plus difficile de trouver. Là où c'est plus difficile de trouver, c'est par exemple auprès de nos banques locales. Moi, je déconseille personnellement, en tout cas, lorsque nous créons nos entreprises, nous en créons suffisamment, nous en créons presque 2-3 chaque année. Lorsque nous créons nos entreprises, nous refusons à l'entrepreneur qu'on engage à la création de cette entreprise, on lui refuse d'aller à la banque. Parce que les banques ne savent pas l'écouter, les banques ne peuvent pas l'entendre, les banques ne comprennent pas sa réalité. Or, il y a plein de dispositifs en général autour de nous où on peut commencer quelque chose et prouver que c'est possible. Oui. Peut-être mentionner, partager avec nous peut-être 3 challenges. Okay? Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à notre disposition, mais si vous deviez peut-être citer 3 challenges que les entrepreneurs ou les chefs d'entreprise peuvent rencontrer au Bénin, qu'est-ce que ça serait, s'il y en avait? 3 challenges, je dirais que les entreprises, les chefs d'entreprise ou les démarrants de PME, et quand je dis PME, franchement, tout ce que je dis, je ne parle pas de grandes entreprises et je ne parle pas de micro-entreprises, je parle exclusivement de PME. Donc, on va dire des gens qui font des volumes d'affaires entre 100 millions jusqu'à 2 milliards à peu près. Alors, en termes de challenge, déjà, on n'est pas bien formé à la base. On n'est pas bien formé et on doit s'employer à se former, à s'informer et bien sûr, à voyager. Très souvent, on voit que ce qu'on a à côté et on se refuse d'aller vraiment au-delà. Deuxième challenge, c'est vraiment de faire avec ce qu'on a. Ce fameux concept de Jugaad Innovation, faire quelque chose avec ce que vous avez. Ne cherchez pas à aller. C'est un challenge. C'est un challenge dans le sens que le simple fait de vouloir le faire et de rencontrer de la difficulté vous amène à faire face finalement à un challenge. Moi, je pense que c'est l'essentiel en fait pour une PME pour démarrer. Il faut faire, je ne sais pas, de la jarre. Il faut aller mettre la jarre à l'ombre pour avoir de l'eau fraîche, simplement. On se concentre sur ces deux. Je pense que en dehors de ces deux qui sont les fondamentaux, il y a plein de challenges. Ça dépend de chacun après, ça dépend de l'environnement, ainsi de suite. Okay. Vous avez parlé de déficit de formation et ça tombe bien parce que M. Kouchouelo est là un peu pour nous parler de ce que le CPEF fait sur ce volet-là. Monsieur Kouchouelo, vous accompagnez des PME béninoises. Est-ce que vous pouvez nous dire finalement les difficultés qu'elles rencontrent et celles pour lesquelles vous avez finalement des solutions d'accompagnement d'une manière générale? Merci. C'est vrai, nous formons les PME au développement de l'esprit d'entreprise à travers un certain nombre de méthodologies, dont la méthodologie Impretec de la CNUSET, Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, des formations à travers la méthodologie GERM
et des formations à travers d'autres méthodologies, plus spécifiquement le parcours de l'entrepreneur. En termes de difficultés, c'est vrai, les PME n'ont pas souvent la capacité de se payer le coût de ces formations. Et ce que nous faisons, nous allons beaucoup plus vers des projets-programmes qui acceptent financer ces formations au profit de ces PME-là. Et actuellement, je peux dire que la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin travaille beaucoup à cela. Là, je vous dis, nous évoluons actuellement sur un programme avec la CCI Bénin pour financer le renforcement de capacité des entrepreneurs. Et tenez-vous tranquille, ce que ces entrepreneurs payent pour ces formations est vraiment insignifiant. Sur des formations qui coûtent dans l'ordre de 200-250 000 pour 6 jours de formation, on ne réclame qu'un ticket modérateur aux entrepreneurs qui est de l'ordre de 25 000. Et la Chambre de commerce fait déjà beaucoup dans ce cadre. Et c'est le moment de dire un sincère merci parce que, à la CCIB, parce que depuis que nous sommes dans le domaine de renforcement de capacité des petites et moyennes entreprises, le gros challenge, c'est la mobilisation. Et la raison, c'est que les PME n'ont pas cette capacité financière pour pouvoir s'offrir ces formations. Merci. Et peut-être je pense que les PME se rapprochent de vous pour que vous les accompagniez. C'est quoi le diagnostic des PME béninois? C'est quoi les problèmes voilà, quels sont les problèmes qu'elles rencontrent Les problèmes des PME sont de plusieurs ordres. Je vais d'abord m'attarder sur la question de la bonne gouvernance. Les PME ont surtout ce problème. Et elles ont des problèmes d'organisation, de leadership, des problèmes de management. Les PME ont des problèmes de compétitivité, surtout sur le plan, je vais dire, en termes de compétitivité, je vais dire le professionnalisme manque beaucoup aux PME et la maîtrise de leurs coûts, la maîtrise du marché, ce sont des éléments qui manquent surtout à nos petites entreprises. Il y a des questions de la gestion des partenariats, la gestion de partenariats en termes d'évolution dans des clusters ou bien le réseautage. Et enfin, des questions liées au renforcement de leur surface financière. Donc voilà quelques mots qui minent le développement des petites et moyennes entreprises. Et c'est surtout pour cela qu'elles ont véritablement besoin d'être accompagnées. Je suis assez surpris de ne pas entendre besoin de financement. Non, puisque j'en viens, parce que la question était orientée vers les questions de renforcement de capacité. En termes de financement, j'ai pu vous assurer que c'est vrai ce que M. Zola a dit tout à l'heure. Les PME ont de grandes difficultés à accéder au financement bancaire pour la simple raison que les banques sont très exigeantes sur les questions de financement. On a une banque et à côté. Je comprends bien parce que les banques sont régies par la loi bancaire et je peux vous le dire, hein, parmi ces exigences, il y a les sûretés réelles que les banques réclament que les PME n'ont souvent pas. Et pour nous, nous leur conseillons surtout pour les petites entreprises d'aller vers des financements beaucoup plus adaptés au contexte
au contexte de leurs entreprises. Donc, voilà ce que je peux dire pour ce qui concerne les financements. Je peux vous donner des exemples. Hein. Donc, nous travaillons sur un programme du MAEP et ça n'a pas été facile pour arriver à décrocher des financements au profit des entreprises. Il a fallu que le CPEP mette sur la table un certain nombre de dispositifs dont il dispose et qui ont été financés par ce programme pour accompagner les entreprises après la mise en place des financements. C'est-à-dire qu'il y a un suivi post-financement qui se fait et qui permet d'assurer la bonne gestion des crédits mis en place par les banques et permettre à ce que les entrepreneurs puissent honorer les échéances de remboursement de crédits. Merci. Merci, M. Pouchouelo. Peut-être pour parler de crédit, je pense que dès qu'on parle de ce thème-là, financement des PME, je pense qu'il y a l'accusation directe qui est mise sur la table, les banques ne financent pas. Les banques ne financent pas. Est-ce que les banques financent, M. Okoma? Merci. Ça, c'est le sempiternel débat sur le manque de volonté des banques à accompagner les PME. Mais pour revenir à ce que M. Chola disait, entre M. Chola qui dit aux PME de ne pas aller à la banque et mon voisin qui dit aux PME d'aller se faire financer par des organismes qui rentrent dans leur contexte, les banques n'auront plus rien à faire finalement. Ne nous enlevez pas nos clients. Je veux revenir sur les points qui ont été évoqués, qui représentent une problématique certaine dans la sous-région et principalement au Bénin. Il faut savoir que l'agence Ecofin a publié, dans sa publication de mars, a indiqué que le tissu économique au Bénin est constitué à 90% de PME. Et effectivement, bon nombre de ces PME-là se plaignent du peu d'accès au financement. Cela est peut-être vrai, mais pour comprendre le contexte, il convient de rappeler les contraintes qui sont celles des banques. Déjà, il y a la qualité de l'information qui nous est donnée et la fiabilité de celle-ci. On ne peut pas prendre une décision éclairée sur des données qui ne sont pas fiables. Ensuite, mais je pense que mes prédécesseurs y ont fait mention, il y a la qualité de la gouvernance. Quelqu'un qui n'est pas formé et qui confond chiffre d'affaires avec bénéfice, ça peut poser un problème en termes de solvabilité au niveau de la banque. Enfin, il y a le fort taux de défaut au niveau des PME. Historiquement, je pense que le Bénin n'a pas été épargné. Quand il y a eu des initiatives fortes au niveau du financement des PME, le niveau de défaut sur les crédits sur la place est monté jusqu'à près de 30%. Donc ça pose un problème réel. Et pour terminer, il y a l'insuffisance de partage de risques ou de couverture par rapport aux financements qui sont demandés. Il faut dire qu'au Bénin particulièrement, depuis un certain nombre d'années, la Banque centrale et le gouvernement ont pris des dispositions et ont mis en place des mécanismes qui permettent d'accompagner les PME qui le souhaitent. Je parlais du dispositif avec le FNDA pour les financements agricoles. Je parlais du mécanisme mis en place au niveau de la Banque centrale pour inciter les banques à financer les PME. Je parlerai des mécanismes de couverture, comme par exemple ceux qui sont offerts par des institutions comme FAGAS, avec qui nous entretenons d'excellentes relations. Et ce qu'il faut rappeler, c'est que la banque a la responsabilité du maintien de l'écosystème. Parce que imaginez-vous qu'à un moment donné, pour des crédits qu'on ne recouvrerait pas, si on est dans l'incapacité de rendre les dépôts aux déposants qui, eux, n'ont pas demandé de crédit, ça va faire un trou chez nous, ça fait un trou chez les déposants, nous on fait faillite, eux ils font faillite, les gens se retrouvent dans la rue,
Donc finalement, un crédit mal donné est un crédit qui peut détruire l'écosystème. C'est sûr, mais si on revient sur les PME, on entend les banques sont exigeantes. Qu'attendez-vous des PME pour les financer? Et si vous voulez parler, nous, d'une PME que vous avez pu financer, et qu'est-ce qu'elle, finalement, quelle case elle a pu cocher pour être pratique? D'accord. Déjà l'exigence, je veux revenir sur ce thème-là qui me dérange un peu. Je ne sais pas qui, dans la salle, il y a beaucoup d'opérateurs, je pense, économiques et sur le palier. Je ne sais pas qui serait capable de donner de l'argent à un tiers ou de donner sa marchandise à un tiers s'il n'est pas sûr que ce dernier va lui rembourser. Je ne comprends pas pourquoi ce qui s'applique à eux ne pourrait pas s'appliquer aux banques. C'est vraiment l'éternelle question. Donc, il ne s'agit pas d'exigence, il s'agit de volonté pour les banques de bien financer. Et donc, au titre des critères, naturellement, il y a le secteur d'activité de la PME en question. Il y a, bien souvent, on parle d'historique, mais quand on parle de PME, ça peut être une PME naissante. Donc, moi, je n'aime pas parler d'historique, je parle plutôt d'expérience et d'expertise du promoteur. C'est ça qui est le plus important. Ensuite, le marché à exécuter, c'est quoi les débouchés? Ensuite, comment on contrôle les flux? Parce qu'on a bien souvent des situations où l'entrepreneur ou le promoteur nous dit fais-moi crédit, je fais l'investissement, je te rembourse ce qui est sûr. Mais on ne peut pas fonctionner ce qui est sûr. On est dans un environnement normé. Donc, comment je contrôle les flux pour m'assurer qu'à un moment donné, il est capable de rembourser? Et enfin, il y a la garantie. Bien souvent, on étiquette les banques d'exiger des garanties. Mais a priori, la garantie vient en confort additionnel. Un bon crédit, c'est un crédit qui se rembourse de lui-même sur la base des flux de l'activité financée. Donc le crédit n'est qu'un confort additionnel qui est pris par la banque du fait des nouvelles normes prudentielles et pour garantir le facteur, on ne sait jamais. La NCA Bank. Oui. Disons 2021. Oui. C'est quoi l'encours sur les PME? Alors, au niveau de la NCA Bank, à ce jour, donc à date, notre portefeuille représente à peu près, en termes de nombre, je veux dire 69% de notre portefeuille sont des PME. En termes de volume de crédit, ça représente 31%. 31%, on va dire, c'est à peu près 78 milliards de financement. La définition de PME doit être assez inclusive, peut-être? Oui, la définition de PME, on s'aligne sur la définition de la Banque centrale. Donc, toute entreprise entre 100 et 1 milliard de chiffre d'affaires. Ok, très grosse PME du coup. Je voudrais parler maintenant peut-être des garanties et peut-être passer le micro au DG de la FAGAS. Juste pour... voilà, je pense que les banques accompagnent peut-être un peu mieux quand elles ont derrière elles des institutions comme le FAGAS. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire un peu ce que vous faites et comment vous accompagnez l'écosystème et le financement des PME au Bénin? Merci beaucoup. Dans mon speech tout à l'heure, je disais effectivement que les fonds de garantie complètent une base incomplète du mécanisme ou de l'écosystème dans le financement, surtout dans le continent africain, où les besoins de financement sont très nombreux et qu'une nouvelle culture d'entreprise est en train de s'installer dans nos pays 60 ans après les indépendances. On constate aujourd'hui que beaucoup de jeunes diplômés, beaucoup des anciens fonctionnaires préfèrent quitter et créer leur propre entreprise. C'est vraiment encourageant. Mais il y a des barrières. Il y a des barrières et les pères fondateurs du FAGAS, en créant un fonds de garantie qui n'est pas très connu dans nos milieux, c'est pour accompagner les banques, pour les inciter à faire le crédit. Parce que vous savez, en économie, je suivais le premier intervenant qui disait qu'il déconseille les promoteurs d'aller vers les banques, mais ça prendra du temps. Le temps, c'est de l'argent. Donc, le rôle des banques, c'est de recycler les ressources financières et les placer pour financer l'économie. Si un opérateur doit
d'augmenter son épargne personnelle pour créer une entreprise, il attendra 15 ans, 16 ans, peut-être il mourra avant. Or, ça c'est l'obligation de la banque. Mais les banques sont là, supervisées par le marché et par la Banque centrale, et dans le cadre de la réglementation du Bénin, et je pense qu'un travail a été fait pour que les banques ne donnent pas des crédits au taux d'intérêt à 2 chiffres, c'est un plus. Donc le renforcement du cadre réglementaire au niveau national permet également d'accompagner le rôle des encadreurs des entreprises, des PME, pour que ces porteurs de projets d'entreprise soient des professionnels. Mais professionnels, ça ne peut pas dire qu'être détenteur de Bac plus 50, Bac plus 15, non. C'est les apprendre, les encadrer, les accompagner en termes de conseils pour que l'information financière qu'ils vont présenter devant la banque puisse être convaincante. Et le FAGAS, dans son rôle d'apporter les garanties, c'est-à-dire que nous travaillons directement avec les banques. Si un opérateur économique ou un investisseur ou un porteur de projet voulait créer son entreprise, le promoteur adresse sa requête à sa banque. Mais nous, on dit à la banque, en examinant conjointement avec NCA par exemple, on dit ce projet de 100 millions est bancable, le porteur n'a pas d'autre sûreté à apporter, nous, FAGAS, on garantit à 50%. Donc s'il fait faillite, c'est nous qui remboursons à la place du promoteur. Mais la nouvelle division du FAGAS, nous avons mis en place également l'Institut du FAGAS, qui travaille avec les banques, mais avec les promoteurs également pour les accompagner à être professionnels et pour ne pas perdre de l'argent. Donc c'est pour ça que je rejoins la structure qui encadre les PME. Dans les 14 pays dont le FAGAS couvre, nous travaillons avec ces structures et avec les chambres de commerce et avec les grandes écoles qui forment certains jeunes qui veulent bien embrasser, être entrepreneurs que d'être salariés. Donc notre rôle est là pour pouvoir compléter une base incomplète, comme je l'ai dit. Juste pour un peu aller dans le fond avec ce rôle-là, à part la NCA, quelles autres banques vous accompagnez pour permettre finalement de garantir les prêts aux PME? C'est quoi les encours que vous garantissez aujourd'hui, par exemple? Alors, au niveau de la place financière du Bénin, la place bancaire et financière, nous travaillons quasi avec presque beaucoup les banques. Donc, NCA, qui est notre partenaire, la BIC, Orabank, en fait, ont beaucoup de secteurs bancaires et la Caisse de dépôt et de consignation toujours. Parce que nous sommes dans l'innovation. Nous voudrons être un fonds de garantie de solutions. Et des solutions alternatives et optimales. Parce que comme un pays comme le Bénin qui est en mutation, les besoins qui se créent chaque jour. Je prends l'exemple des entrepreneurs ruraux. Des jeunes diplômés qui veulent être des fermiers ont besoin de créer un cadre sous forme d'entreprise pour pouvoir mieux produire et mieux exporter. Et le potentiel est là au Bénin. Nous travaillons avec les institutions de microfinance, avec les SGI et avec les banques. Et les institutions de microfinance, on leur demande de travailler avec les banques et nous, on les accompagne. Ainsi, on a pu installer plusieurs jeunes fermiers qui aujourd'hui font un travail remarquable. Nous avons investi également dans les nouvelles technologies, dans l'agro-industrie. Et l'encours ici au Bénin, c'est comme je disais dans mon speech, on est environ 300 milliards. Mais nous, on pense qu'on peut faire plus. On peut faire plus, mais que l'information financière existe, que les gens viennent vers nous et vers les banques, parce que maintenant on organise régulièrement des ateliers d'échange d'expériences avec les banques et les SGI pour mieux accompagner le secteur privé béninois et surtout la jeunesse. Parce que c'est ça le secret en fait, pour le Bénin qui, au niveau financier, a amélioré sa culture financière et fait partie des pays à revenus intermédiaires et un marché financier émergent qui est en train de s'installer. Merci beaucoup. Je me tourne vers M. Aubray de la SFI. Juste, je crois comprendre que vous avez également des mécanismes de garantie pour accompagner le financement des PME. Vous pouvez nous en dire peut-être quelques mots? Volontiers. Donc la SFI a effectivement des mécanismes de garantie. Je commencerai par dire que la SFI peut intervenir directement auprès des PME, auprès des entreprises, en investissement, qui peut se faire en capital ou en dette. Et je reviendrai dessus tout à l'heure parce que le type d'investissement est très important en fonction du degré de maturité de l'entreprise et de l'utilisation qui va être faite des fonds qu'on recherche. Donc, intervention directe, capital ou dette,
service conseil également. Là, j'ai parlé du secteur privé. Et service conseil également possible au niveau des États. Parce que, comme je l'ai dit précédemment, on a des fois besoin d'avoir un environnement propice justement à ce que le secteur privé puisse éclore. J'insiste aussi sur un aspect coordination qui est très important. Et je suis très heureux de faire partie de ce panel aujourd'hui, de par la diversité des intervenants qui ont tous un rôle complémentaire. J'en viens à la garantie de partage de risques que nous offrons aux établissements bancaires. Et je dirais même aux institutions financières. Parce qu'on tape beaucoup sur les banques, mais les banques ne sont pas les seules institutions à pouvoir fournir du financement. Et en fonction du degré de maturité ou de l'utilisation ultime de ce financement, il y a certaines institutions qui peuvent être un peu plus adaptées, un peu plus indiquées que des banques. Donc, la SFI propose un mécanisme de partage de risques à ces institutions. Pourquoi partage de risques? Le partage de risques est important parce que ces institutions ont elles-mêmes une compétence, un appétit pour le risque, mais comme un entrepreneur qui se lance dans un business, il y a un degré, il y a une limite au risque qu'il peut prendre. L'idée est de travailler en synergie sur un secteur d'activité, par exemple, et je commencerai par l'information dont on a parlé, qui est importante. À quel point connaissons-nous ce secteur? À quel point connaissons-nous les drivers de la croissance dans ce secteur? Les risques? Une fois que ces questions ont été adressées, on peut de concert se dire quel est mon appétit pour le risque? Quel est le risque que le promoteur peut lui-même prendre? Quel est le risque que l'institution financière peut prendre? Quel est le risque que le partenaire technique et financier que je suis peut prendre au-dessus? Et de manière ultime, quel est le risque qui revient de manière résiduelle à l'État, qui peut mettre certaines conditions pour rassurer les investisseurs ou les promoteurs? Dans le cadre de ces garanties de partage de risque, je donnerai un exemple que j'espère concret et indifiant. Le tourisme est un secteur qui a du potentiel au Bénin, personne n'en disconviendra. Le groupe de la Banque mondiale a décidé de supporter ou d'apporter son concours à l'action du gouvernement dans ce sens. L'action du groupe de la Banque mondiale est passée par la rénovation de certains monuments ou certains actifs, on va dire, culturels évidents, mais aussi par le soutien de toute la chaîne de valeur qu'il faut pour faire de la rénovation, pour recevoir des invités qui viennent de l'extérieur. Et pour ce faire, il faut pouvoir soutenir des PME. Des PME qui, elles, quand elles arrivent individuellement et quand elles ne sont pas appréciées dans le cadre d'une vision ou d'un schéma un peu plus large, peuvent être insolvables parce qu'elles sont pour la plupart informelles et qu'elles n'ont pas d'historique de crédit, par exemple. Au-delà de la garantie de partage de risque que nous avons pu proposer à des banques de la place, nous avons aussi travaillé sur des études analytiques qui permettent d'informer les différents acteurs de ce secteur, que ce soit l'État, que ce soit les institutions financières ou que ce soit les entrepreneurs eux-mêmes. Parce que au moment où il prend sa décision d'investissement en se disant « j'ai une idée, j'ai vu une opportunité », il ne sait peut-être pas que son voisin est sur la même opportunité. Et quand ces deux voisins arrivent à la banque NCA, par exemple, et qui disent tous les deux qu'ils vont conquérir tout le Bénin et qui vont même après aller à l'étranger, ils ne savent pas peut-être quelle est la taille de ce marché-là. Ils ne savent pas qu'ils sont eux-mêmes en concurrence avec leurs voisins directs. Donc le partage d'informations, la dissémination est aussi très importante. Désolé d'avoir été un peu long. C'était très intéressant. Je pense qu'on a beaucoup parlé de dette et de prêts. Oui. Quand on dit financement, il y a également les capitaux propres. Monsieur Zola, je sais que vous avez fait finalement tout le parcours du financement, banque, investisseurs et partenaires. Vous êtes même sorti, vous avez sorti leur participation.
comment est-ce que vous avez dû vous organiser pour attirer un investisseur en capital? Je pense que ce serait également intéressant de partager votre expérience avec nos auditeurs. Ok, merci. Peut-être avant, je voudrais, si vous permettez, préciser ma pensée lorsque je disais tout à l'heure que les PME n'ont pas forcément besoin d'aller vers les banques. C'est très important parce que, en fait, on pense que au premier stage, au démarrage d'une PME, les banques telles qu'elles sont structurées dans notre environnement ne peuvent pas comprendre la réalité de l'entrepreneur. On a fait l'expérience plusieurs fois et là, on a arrêté. On pense vraiment que pour faire les 100 premiers millions, on n'a pas forcément besoin d'aller vers une banque. Ça, c'est un aspect. Le deuxième aspect, c'est quel type d'entreprise. Si c'est pour aller faire de l'achat-vente, aller acheter quelque chose et vendre à quelqu'un, ça, bien sûr, il faut travailler avec les banques. Mais le type de PME dont je parle, c'est des PME qui créent de la valeur ajoutée, concrète, qui sont soit dans les services ou dans l'industrie, mais pas vraiment dans de la négoce. Donc je voudrais préciser ça et insister là-dessus pour dire que nous croyons fermement au niveau de notre groupe, chez Bourgeon, nous croyons qu'une entreprise qui démarre n'a pas forcément besoin, et comme l'a dit tout à l'heure le représentant de la SFI, il y a plein d'outils dans notre environnement qui peuvent permettre à un entrepreneur qui a un vrai projet, qui a une vraie idée, qui va impacter, c'est-à-dire quelque chose qui va le porter peut-être de 0 à 1 milliard dans les 3 prochaines années, il n'a pas forcément besoin, dans le premier stage, d'aller vers les banques. Après, on a besoin des banques. On a besoin des banques. J'ai madame qui se tient debout, donc peut-être sur le point de votre parcours avec investisseurs. Oui, rapidement sur le point de mon parcours, donc vous avez demandé comment on a fait, simplement je dirais on a travaillé dur à partir de zéro. En 2008, on a fait un projet, on a commencé vraiment à partir de zéro. Quand je dis à partir de zéro, on a eu seulement, enfin, on s'est mobilisé à 5 copains, on s'est mobilisé seulement 2,5 millions. Et on a essayé d'aller vendre du gravier sur un projet, le projet de route Comé, Bopa et autres. Et on a perdu de l'argent. Et ça nous a donné l'idée qu'il faut créer une entreprise qui crée de la valeur. Et à partir de là, on a commencé par chercher les possibilités d'investir. Et on a investi finalement en 2010. On a pu investir. Mais malheureusement, 2012, on a perdu encore une bonne partie de l'investissement. C'est pour dire que c'est un travail que les banques, en réalité, ne peuvent pas suivre. Vous savez, nos investisseurs qui sont restés avec nous pendant 10 ans, ils n'ont jamais touché de dividendes. Et après 10 ans, on s'est retrouvé dans cette initiative, on s'est retrouvé avec 2 entreprises, dont la plus petite, sur 4 années, des actions créées à 10 000, sur 4 années ont été vendues 55 fois. Donc, ça veut dire que c'est possible de faire quelque chose. Et tout ceci sans vraiment des besoins de banque, beaucoup de besoins de banque. On peut avoir des besoins de banque de toutes les façons. Les besoins des banques aujourd'hui, c'est pour financer 2 ans, 3 ans, rarement 5 ans. Or, les besoins dont nous parlons pour ces gens de PME qui doivent vraiment se porter, c'est des besoins sur 10 ans. Merci. Très clair. Peut-être votre mot de fin, si vous deviez donner 3 conseils à un promoteur, un chef d'entreprise, pour finalement emprunter cette courbe vertueuse du financement et du développement, qu'est-ce que ça serait? Simplement, je dirais, il faut travailler, il faut croire, il faut travailler et puis vraiment s'investir dans ce qu'on a envie de devenir. Je ne dirais pas que c'est facile, mais c'est possible. Conseil plus pratique. Plus pratique, c'est vraiment de travailler. Au moins, en effet, et tout le monde le sait, il faut, en tant que jeune entrepreneur, il faut travailler au moins 14 à 16 heures par jour sur ton projet. Si tu ne peux pas faire ça, il vaut mieux être employeur. Monsieur Kouchouelo, vous également, 3 conseils pour des promoteurs, des chefs d'entreprise, dirigeants de PME, pour les aider à se structurer finalement pour mobiliser les financements pour leur développement. Je peux dire d'abord la bonne gouvernance, ça c'est un premier élément.
Le deuxième élément, c'est que l'entrepreneur doit maîtriser son marché. Et pour finir, maîtriser la structure de ses coûts. Et en plus de cela, l'entrepreneur doit aussi maîtriser, je vais dire le mot m'échappe, elle doit maîtriser son plan d'affaires, son plan d'affaires afin de pouvoir atteindre un levier, un effet de levier considérable, je veux dire. Voilà, donc c'est ces éléments. Et ce que je veux recommander surtout, tel que l'a dit M. Zola, les toutes petites entreprises, le financement bancaire n'est pas à leur portée, parce que les banques ont des exigences que ces entrepreneurs ne peuvent pas satisfaire. Et en plus de cela, tout le monde ne peut pas être entrepreneur. On le dit souvent, n'est pas entrepreneur qui veut, mais qui peut. Donc les entrepreneurs ont besoin de véritablement travailler, de se faire former à la bonne gouvernance et à la bonne gestion de leurs entreprises. Merci. Très bien. Je pense, en mot de fin, je vais peut-être mentionner 3 aspects. Il manque réellement de véhicules pour le financement de petites PME, parce que, comme on l'a si bien dit, les banques ne sont pas adaptées. Et c'est vrai qu'il faut mobiliser les ressources qui sont autour, mais c'est un appel. Il faut qu'un écosystème puisse se créer pour réellement accompagner en capital des entrepreneurs qui ont un vrai projet, qui veulent travailler et qui veulent vraiment délivrer un résultat. Je pense que rêvons ensemble d'une entreprise qui se crée à partir d'une idée, qui se développe, arrive à prouver qu'elle peut délivrer un service à valeur ajoutée, arrive à emprunter auprès d'une banque, arrive à grandir et arrive à s'introduire en bourse à la BRVM peut-être, mais qui en est plus des champions béninois locaux, qui puissent représenter le Bénin dans notre pays, mais également dans la sous-région. Je pense que ce serait mon mot de fin, et je ne sais pas si on a quelques minutes pour des questions ou pas du tout. Ne vous inquiétez pas, ce sera 1 minute. Vraiment, Jacques Abier, secrétaire général de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. La seule chose que je voudrais dire, il nous faut vraiment un plan Marshall pour les PME au Bénin. Je me permets de devenir leur porte-parole. Je crois sincèrement que les banquiers, ils aiment la ceinture et les bretelles en même temps. Et les PME, ce n'est pas possible pour eux que l'on fonctionne ainsi. Je voudrais également les exhorter à dire que, avant qu'on ne soit chef d'entreprise, on crée un compte bancaire. Nous n'avons pas la culture de la banque dans notre pays. Celui qui va à l'école en 6e, il ne sait pas qu'il a un compte bancaire. En terminale, il ne sait même pas. À l'université, il n'a pas un compte bancaire. Et subitement, il a envie de devenir chef d'entreprise et on lui dit d'amener de l'information financière. Il commence par se poser des questions. Donc, investissez vous-même dans l'école, tout ça, pour apprendre l'inclusion financière aux entrepreneurs, aux futurs entrepreneurs, afin que demain, lorsqu'on leur parle de la banque, ça ne leur dise plus rien. Fagas, c'est bien, vous faites de la garantie et vous travaillez avec les banques. Venez à la Chambre de commerce, la fêtière de toutes les entreprises, pour investir là, pour qu'on accompagne ensemble les PME pour qu'ils puissent aller de l'avant, régler les 2 principaux problèmes qu'ils ont, à savoir d'abord l'information, la gouvernance, et après, on règle le problème de l'accès au marché, ce qui faciliterait la facilitation de financement. Je vous remercie. Pas de question, c'était une intervention. Et on me presse par le temps, je m'excuse. Je vais peut-être demander aux panélistes de donner leur mot de fin en 30 secondes chacun, s'ils veulent bien, pour qu'on puisse... désolé, on a pris beaucoup de retard pour commencer. Vous pourrez vous entretenir avec eux peut-être dans le public un peu plus tard. Votre mot de fin, monsieur. Merci beaucoup, merci à tous. Merci, cher Raymond, pour ton intervention. J'en profite pour répondre. Nous sommes avec toi, nous sommes avec le Bénin, nous voulons créer ce plan Marshall pour les PME du Bénin. Un des leviers que nous allons utiliser, c'est la digitalisation. Et ce sera un peu mon mot de fin, l'innovation.
C'est pour ça que je parlais tout à l'heure, je disais on tape sur les banques, mais ne regardons pas que les banques. Aujourd'hui, quelles sont les différentes institutions qui peuvent nous donner de l'information ou du financement? En sachant que le financement, il dépendra de la qualité de l'information que nous avons. Et c'est en ce sens-là que nous avons de nombreuses initiatives aujourd'hui de financement digitaux qui sont liées à la qualité des infrastructures, notamment numériques, et pour lesquelles les opérateurs numériques, les opérateurs télécoms ou les opérateurs mobiles ont aussi un rôle à jouer. C'est un exemple parmi d'autres. Mais l'idée d'avoir aujourd'hui un historique de crédit ne passe plus uniquement, et je dis bien uniquement, je ne dis pas exclusivement, par la banque. Aujourd'hui, il est beaucoup plus facile d'avoir de la traçabilité sur des flux financiers qui sont faits via du mobile money, notamment quand il s'agit, en termes d'inclusion financière, de nos pères, nos frères et sœurs paysans qui sont dans des zones reculées et qui ne sont pas bancarisés, mais qui ont quand même une activité économique et des fois qui est viable, dont la viabilité est traçable via ces échanges monétaires. Donc il s'agit ensemble, collectivement, de repenser les solutions possibles. Et comme je le disais en entame, le Bénin a la possibilité d'être pionnier dans la mise en place de solutions qui pourraient être réplicables ailleurs. Et j'invite donc les participants, j'invite tous les entrepreneurs du Bénin et d'ailleurs, je nous invite à avoir de l'ambition, à ne pas voir le verre à moitié plein ou à moitié vide, plutôt ne pas le voir à moitié vide, le voir à moitié plein, de se dire quels sont ces challenges aujourd'hui qui ont été, qui sont arrivés à cause de la crise sanitaire ou du conflit en Ukraine, mais qui nous donnent l'opportunité ici, au Bénin, de proposer une solution qui peut être réplicable ailleurs. Ça passe par de l'innovation, mais ça passe par nous-mêmes une appropriation du fait que nous pouvons être au cœur de cette solution. Nous avons tous identifié le problème. Qu'est-ce que nous pouvons faire individuellement et ensuite collectivement pour y arriver? La SFI se tient à vos côtés, vous institutionnels, vous PME, vous institutions financières, pour trouver collectivement la solution. Nous n'avons pas la prétention de pouvoir le faire tout seul, mais nous sommes convaincus que nous pouvons y arriver avec vous. Merci beaucoup. Votre mot de fin, vraiment. Oui, je vais pas être long. Juste pour donner quand même un message d'espoir, parce que apparemment je vais peut-être choquer un peu, mais je pense qu'on doit quand même rester sur le fait que le Bénin aujourd'hui, ou l'Afrique en général, on a encore beaucoup de choses à faire. Et donc, c'est pourquoi moi, je voudrais juste exhorter ceux qui veulent bien se lancer à gratter, à chercher à faire encore plus, et encore plus tous les jours. Et ceci, il y a un élément qui a été évoqué tout à l'heure, sur lequel je n'étais pas venu, c'était la question de gouvernance. Il faut qu'on oublie l'entrepreneuriat individuel. Chez nous, on investit avec des gens tout le temps. Il n'y a pas une seule entreprise où on soit seul. Il y a des entreprises où on est une dizaine d'actionnaires. Et ce n'est jamais les mêmes. Parce qu'on recompose en fonction des intérêts et en fonction des motivations des uns et des autres. Donc j'invite quand même mes chers frères à se lancer, mais vraiment à se dire on ne peut rien faire seul. Merci. Merci, M. Zola. M. Kouchouelo. Oui, merci. En deux mots, pour ce que je peux recommander aux PME, c'est de travailler à se professionnaliser et à être beaucoup plus compétitif sur le marché. À l'endroit de l'État, je plaide pour que des programmes de renforcement de capacité des petites et moyennes entreprises soient mises en place afin de les accompagner à devenir beaucoup plus professionnels. Merci. Merci beaucoup. Débat, sujet intéressant, passionnant, qui pourrait prendre des heures si on doit. Moi, j'ai 2 points pour terminer. Le premier, c'est que, M. Zola,
toutes les sociétés de votre groupe là, on va partir ouvrir leur compte chez moi parce que votre groupe m'intéresse, la façon dont vous travaillez. Maintenant, le deuxième point, c'est que je pense, comme Sindo l'a dit, et comme monsieur de la Chambre de commerce et d'industrie l'a dit, il faut que nous soyons concrets. Être concret pour moi, ça passe par mettre en place un cadre et un dispositif précis qui permettrait d'accompagner ces PME qui ont besoin de financement là. Rapidement, en 1 minute, je donne un exemple. En Côte d'Ivoire, il y a une société qui est venue nous voir pour installer une unité de production d'eau minérale. D'accord? Start-up. Ce qu'ils ont fait, le dispositif qui a été mis en place, c'est que, comme ils étaient d'un groupe, donc on lui a apporté le support financier, on lui a apporté les négociations avec le fournisseur au niveau des partenaires techniques et ils sont venus au niveau de la banque jusqu'à la clientèle. Les entreprises du consortium se sont engagées à s'approvisionner exclusivement en eau chez cette entreprise-là. La banque l'a financé parce que tout ça est rentré dans un mécanisme précis. Ce qu'on voit souvent, c'est qu'un entrepreneur vient introduire un autre entrepreneur au prétexte qu'il a une bonne idée et qu'il va produire des biens et services que lui-même il utilise, mais qui n'achète pas l'entrepreneur qui l'envoie. On a un problème à ce niveau-là. Il faut qu'on revoie ça. Merci. Oui, merci beaucoup. Le FAGAS sera le dernier à intervenir. Et comme je disais dans ma première intervention, les fonds de garantie viennent compléter une base incomplète de mécanismes de financement. On sait que l'Afrique est sous-financée, mais les besoins sont énormes. Et je disais que le Bénin est la nouvelle frontière, non seulement des marchés émergents, mais de la croissance et du développement de l'Afrique. Les fonds de garantie seront au cœur du dispositif de financement de l'Afrique de demain. Le FAGAS s'est réinventé et nous devons également faire un banking original. On ne doit pas toujours faire comme les autres ont fait. Les réalités africaines et béninoises sont différentes. Le FAGAS est une institution internationale ouverte. Nous avons développé d'autres mécanismes. Ce n'est pas seulement la garantie, mais la dimension coopération économique qui consiste à mettre en relation, par exemple, nous travaillons avec toutes les chambres de commerce francophones. Donc, on met les chambres de commerce africaines en relation pour qu'ils puissent échanger les informations. Nos préoccupations aujourd'hui, c'est faire comment le FAGAS peut accompagner le secteur financier et bancaire pour financer les start-up. Vous savez, dans les pays du Nord, on finance les start-up, on finance la création, les nouvelles idées. Mais il faudrait qu'une nouvelle réglementation s'installe dans le cas du Bénin, pour accompagner les banques et les fonds de garantie et les porteurs de projets pour pouvoir financer la création, les start-up, pour qu'on puisse avancer dans la contribution du financement de l'économie. Donc le FAGAS est à votre disposition. Non seulement on apporte la garantie, mais on participe au renforcement des capacités de tous les projets, de tous les porteurs de projets d'investissement. Je vous remercie. Merci à tous pour votre attention.